Harry Bleiberg, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous qui êtes un sommité du monde médical, l'oncologie, Bordet, vous êtes encore aujourd'hui consultant sur toutes ces questions. Qu'est-ce qui vous a donné envie, aujourd'hui, à l'âge de la retraite, d'écrire un roman? L'écriture fait partie de mon travail. Donc j'écris depuis que j'ai commencé à travailler, que je suis rentré à l'université. Et je pense que l'écriture me prend aux tripes. J'ai fait beaucoup de recherches. Et faire de la recherche, c'est presque équivalent à écrire. Entre le moment où on conçoit un projet et où on l'écrit, c'est la même créativité, c'est la même angoisse de la page blanche, c'est le même processus. Et donc c'est une continuité. J'ai beaucoup publié scientifiquement, j'ai écrit des éditoriaux, j'ai édité un journal médical. Et j'avais envie d'écrire, j'avais 3 projets en tête, qui étaient de donner sens à une partie de la guerre, et d'autres projets également, qui vont paraître bientôt finalement. Alors, c'est un roman autobiographique. C'est un roman autobiographique, en ce sens qu'il y a un corpus de faits qui est très réel, mais sur lequel je brode des situations, des dialogues, je fais vivre les personnages, je leur fais vivre une vie qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vivre, en particulier ma mère, en tout cas je ne sais pas ce qu'elle a vécu, en particulier mon père que j'accompagne dans les camps jusqu'à la mort, et en particulier certains résistants qui ont empli la vie de ma mère pendant cette période. Oui, parce que l'histoire se passe avec les Juifs de Charleroi. Il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois, nous avions d'ailleurs reçu un historien qui a fait l'histoire des Juifs de Charleroi pendant la guerre, parce qu'ils ont vécu une situation très différente de celle des Juifs anversois et des Juifs bruxellois. Oui, les Juifs de Charleroi se caractérisent par leur conscience politique. Beaucoup de communistes, très intégrés au milieu ouvrier, soutenus par les milieux ouvriers. C'était une des thèses de Marcel Liebman dans son livre Né juif. C'était une des grandes caractéristiques de Charleroi. Et donc au moment où la guerre se profile, ils savent ce qui va se préparer. Et donc dès 1940... Max Katz, un des protagonistes du groupe de résistance, va dans le Hainaut trouver les responsables communaux, va trouver les gens et va identifier dans 126 communes des caches possibles pour les Juifs. Ces caches vont servir à partir de 1942 où les grandes rafles vont survenir. Harry Bleiberg, on revient à votre roman avec ce titre très interpellant, Maman, je ne veux plus être juif. On ne va pas révéler à quel moment du livre ça se passe, mais c'est le petit garçon qui est le narrateur, en fait, qui n'est pas le narrateur puisque vous parlez de lui à la 3e personne, mais dont on devine bien que c'est de vous qu'il s'agit. Ce petit garçon qui est né à Vienne, les parents sont partis à cause de l'arrivée des nazis à Charleroi, et la guerre les rattrape, les Allemands arrivent, et vous étiez en train de nous raconter que précisément à Charleroi, les Juifs communistes liés avec les ouvriers de la sidérurgie et des mines dans cette région s'étaient préparés aux persécutions nazies, avaient commencé à mettre en place un réseau, et vos parents vont s'y trouver mêlés, et en particulier votre maman, parce que il y a un conflit qui était, je trouve, un des beaux ressorts de ce livre, entre l'attitude du père et l'attitude de la mère sur comment réagir à cette Xème persécution, dont on ne sait pas encore les proportions terrifiantes qu'elle va prendre. Oui, j'ai beaucoup aimé Ève, et ma mère est une Ève. Je pense qu'elle a cette dynamique extraordinaire qu'elle a manifestée pendant toute la guerre pour traverser des événements que je n'arrive pas encore aujourd'hui à penser. Je sais ce qui s'est passé, mais je n'arrive pas à le penser. Et après la guerre, je pense que ça n'a plus été tout à fait la même femme. Donc, c'est l'histoire d'une héroïne que je raconte dans ce livre. Elle est confrontée à son mari, qui lui est un homme apolitique. Tout va bien, et j'ai retrouvé une lettre
qu'il écrit à ma mère qui était retournée en Pologne parce que son père était décédé en 1934. Elle s'inquiète de l'assassinat du Dollfuss et mon père lui répond « Pas de problème, on enterre aujourd'hui et la vie va reprendre. Nous les Viennois, nous pouvons faire face à ce genre de problème. » Incroyable, incroyable. Et toute sa confrontation avec la guerre était toujours un pas en retard par rapport aux événements, se disant « tout va s'arranger ». Et à ce point, au moment où à Charleroi, on sent les rafles venir, où toute la communauté de résistance qui s'organisait leur dit « il faut partir », lui postpose et s'oppose d'une manière très forte à ma mère. Je pense que ça a été très, très violent, non pas en termes de comportement ni de parole, mais ça a dû être une cassure incroyable qui a dû la faire souffrir parce qu'ils n'ont jamais pu réparer puisqu'il est parti dans les camps et n'est pas revenu. Et donc, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, j'ai imaginé des choses et j'essaie de les transcrire en tout cas. Et vous dites à la fin du livre que, comme énormément de juifs impliqués dans la Shoah d'une manière ou d'une autre, elle n'a plus parlé. Absolument. Rien. Silence total. Et longtemps après, je rencontre Maxime Steinberg qui faisait son travail d'historien et me dit « Je sais qui est ta mère ». Bonne nouvelle pour moi qui suis son fils. En fait, elle n'a jamais rien revendiqué, donc il ne possédait qu'un prénom, son prénom de courrière dans ce réseau de résistance. Et elle s'appelait Simone et il a dû retrouver les papiers de Broder et de Sem Makowski qu'il avait rencontré à ce moment-là pour pouvoir l'identifier. Elle ne voulait pas parler et je lui ai rapporté cette discussion et elle s'est mise à pleurer. Elle dit « J'avais tellement peur, voilà. Et je n'ai rien pu en tirer. » Et vous expliquez ça comment ? Car pour notre génération, ça reste une sorte de mystère et de pesanteur, ce silence. Mais moi, j'ai l'impression que parler de ce genre de choses, c'est une énergie incroyable qu'il faut déployer, même pour parler des conflits entre des proches. Amener un conflit à table, c'est déjà avoir l'envie de le résoudre, c'est d'avoir envie d'aller jusqu'au bout. Et je pense qu'elle n'avait aucune énergie. Je pense que c'est une femme qui avait une énergie extraordinaire. Enfin, si j'en crois votre livre, vous en faites vraiment, effectivement, un portrait d'une héroïne qui aurait pu, après-guerre, être extrêmement fière de ce qu'elle avait fait. Absolument. Elle aurait pu devenir une égérie, elle aurait pu se mettre à écrire, elle aurait pu se mettre à parler pour transmettre des valeurs. Elle s'est tue, c'est fini. Elle s'est tue, c'est fini. Et vous, Harry Bleiberg, comment avez-vous vécu avec ce silence ? Mais je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Pendant 30 ans, je vivais avec l'idée, donc les années d'après-guerre, je suis devenu médecin, j'ai travaillé, on est dans les années 60, 70, j'arrive à 40 ans, et sortent alors les premiers livres, sortent les premiers films, on commence à parler de la Shoah d'une manière un peu plus concrète et plus fréquente aussi, parce qu'on a déjà parlé, Et je suis bien là-dedans, jusqu'au moment où je me mets à fabuler le retour de mon père. Or, je sais que mon père est mort, mais c'est quelque chose qui me prend comme un vrai mouvement de folie. Donc, je rentre le soir du boulot et je me dis, il m'attend au pas de ma porte. Il va me dire, je t'ai cherché, je suis content de te retrouver. Ou je reçois une lettre d'Amérique latine. Je me suis perdu, la Croix-Rouge m'a dirigé dans une autre direction. Et c'est tout doucement que est venue l'idée de réécrire cette histoire. Pour moi, je suis ravi d'avoir les lecteurs, mais cette histoire est une façon de, pas à pas, mot à mot, une façon de me réconcilier avec cet épisode de ma vie, donner sens aux personnes qui l'ont vécu. Je pense que je rends à mon père sa dignité, qu'il n'avait pas perdu à ses yeux ou aux yeux de ceux qui pouvaient l'observer, mais qu'il avait perdu à mes yeux. Je l'accompagnais dans les camps
ça n'était pas un héros. Vous aviez vécu son départ comme un abandon? Absolument. Non seulement c'est un abandon, mais il me disait, tu vas t'occuper de ta mère. Moi, j'avais 6 ans. C'est une phrase qui me reste. C'est le départ de mes souvenirs tangibles et continus. Et donc, à partir de ce moment-là, je l'en ai voulu parce que tout ce groupe d'amis dont nous faisions partie, aucun n'est mort. À part Max Katz dans mon livre. Mais dans la réalité, il est mort, lui. Il a été arrêté, torturé. Il a été arrêté, torturé à mort. Voilà. Mais tous les autres qui sont rentrés au combat se sont cachés, ont combattu, tous se sont retrouvés après la guerre, sauf mon père qui n'était pas là. Je lui en ai voulu, c'est sûr. Vous étiez là le jour de l'arrestation? Et j'étais là, absolument. Et c'est ma mère vous leur faisiez quand même porter la faute? Oui, parce que j'avais tout au long de ces années conscience du courage. Moi, j'étais fasciné par ces gens qui ont anticipé l'événement. J'étais communiste quelques années, je ne suis pas resté très très longtemps. Les événements que nous avons connus en Europe m'ont fait... Mais leur attitude pendant la guerre était pour moi quelque chose qui m'a porté. Je me suis dit, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, il y a du courage. Mais vous aussi, le petit garçon est extraordinairement courageux. Il y a cet acte de résistance incroyable. Vous avez 5 ou 6 ans et vous enlevez les étoiles jaunes des vêtements autour de vous, de tous ceux que vous rencontrez. Vous les détachez et vous allez jeter ces... Non, je les pousse, je sens encore le plâtrage, je les pousse entre un trou dans le mur du plâtrage avec un et comment cette bois. idée... C'est extraordinaire. Vous aviez 5 ans, comment ça vous est venu? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir une conscience de qui je suis depuis tout petit. Je dirais 4 ans. Il me semble que je suis la même personne, petit garçon, avec certainement du courage, mais certainement beaucoup de faiblesse aussi. Nous en étions restés au courage du petit garçon, qui va être, comme beaucoup d'enfants cachés, trimballé une fois dans une ferme, une fois dans un collège catholique, une fois chez des bourgeois, au gré des pérégrinations et des événements. Et ça a quand même dû vous enrichir en même temps que vous perturber, ou vous étiez comme pratiquement tout le temps privé de votre maman. Mais vous viviez des choses extraordinaires, comme manifestement la vie dans la ferme vous a beaucoup plu. Oui. Je n'ai pas conscience de ce qui m'a marqué. Donc c'est en écrivant que je tronçonne les problèmes et que je rentre dans chaque période de cette cache. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment, en l'écrivant, c'est de me dire, au fond, je vis avec ça. Qu'est-ce qui, dans cette histoire, m'a fait? Tout probablement. Avec mes peurs, je n'en sais rien. Mais c'est certainement quelque chose qui m'a formé. Est-ce qu'il faut du courage? Vous étiez un garçon décidé à un moment donné. On essaye de vous baptiser contre Absolument. votre gré et vous refusez. Vous avez quel âge? Vous avez 6 ou 7 ans? Oui. Et vous dites là, non, il n'en est pas question. J'ai une conscience de qui je suis. Donc je reviens sur ce que je disais. Je sais qui je suis. Et donc il est hors question, par exemple, de croire en Dieu. J'explique aussi dans le livre cette fascination d'une solution... de la solution de croire en Dieu, que quelque chose va finir par m'aider. Et donc je refuse. Et que vous avez dit de votre maman, parce que vous racontez qu'elle-même, c'était quand elle vivait en Pologne, chez ses parents, elle avait un jour dit à son père, moi je ne crois pas. Absolument. Et son père lui avait répondu, mais qui te le demande? Ben oui, exactement. Et donc vous étiez dans sa tradition. Je suis dans cette mouvance-là. Ça, ce sont des choses effectivement tout à fait réelles qui viennent, je ne sais pas pourquoi. C'est les circonstances qui font qui je suis. J'ai souvent eu l'impression, au cours de toute cette période, que j'aurais pu mourir. La mort vient, tout simplement, et en particulier au moment de l'Exode. La mort vient parce que ce n'est plus possible. Et puis, il y a un élan vital qui revient, qui redonne du sens à la vie. Et donc, j'ai l'impression, au fond, à la réflexion, que tout au cours de cette période, j'aurais pu mourir plusieurs fois.
Et je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort parce que, voilà, des ressources sont venues m'aider, mes ressources internes. À la fois des ressources internes et beaucoup de solidarité, il faut bien le dire. Absolument. Et bon, voilà, c'est un roman magnifique, Maman, je ne veux plus être juif, qui raconte l'histoire de la résistance juive en Belgique à travers l'histoire de cette famille.